c'est le bagnard, hein, l'arabe. Hein. Ils sont arrivés ici les chaînes aux pieds. Pas d'identité, pas de famille, pas de culture. Mon père, bien sûr, il voulait toujours repartir en Afrique. Hein. On ne nous racontait pas grand-chose hein, parce que c'était un peu tabou. Bonsoir à tous. Pour leurs ancêtres, la Nouvelle-Calédonie a d'abord été une terre de souffrance. Qu'avaient donc fait ces Maghrébins pour être condamnés aux travaux forcés et à l'exil? Pourquoi ont-ils été déportés, transportés ou relégués aussi loin de chez eux, dans ce pays qu'ils vont appeler Calédoune? Comment se sont-ils fait une place au fil des années? Enfin, pourquoi ce passé difficile est-il encore aussi douloureux pour leurs enfants et petits-enfants? Sur les traces du passé, c'est tout de suite sur NCTV. Le premier bateau qui arrive ici avec des bagnards en 1864, il y a un Arabe dessus, il y a un Algérien. Le dernier bateau qui arrive en 1897, je crois que c'est plus d'un tiers des bagnards qu'il y a dessus qui viennent d'Algérie. Comme le bateau, il mettait 2 ou 3 mois pour arriver, à bord du bateau, je ne pouvais pas mettre de bétail, ils mettaient, je crois que c'était des cochons. Parce que les Arabes, ils ne mangeaient pas le cochon, ils ne mangeaient pas tout ça. Ceux qui faisaient le voyage comme ça, ils étaient résistants. Quand ils avaient la chance d'arriver ici, c'était bien, sinon ils mouraient dans des conditions pas possibles. Il y avait le scorbut, il y avait tout ce que vous voulez. Ceux qui mouraient à bord, on les mettait par-dessus bord. Il y en a 6 qui sont venus, là, 3 frères, 3 cousins, mais il y en a 3 qui sont morts dans le bateau. Hein. Et je pense qu'il y a un ou deux de mes frères, mes frères ou demi-frères de mon père, ils ont été balancés par-dessus le bord. Comment qu'ils ont été traités dans les voyages et puis tout, ce qu'ils étaient là après. Ça nous a un peu touchés quand on a découvert tout ça. Entre 1864 et 1897, ce sont exactement 2106 Maghrébins, originaires en grande majorité d'Algérie, qui vont être envoyés en Nouvelle-Calédonie. Parmi eux, des bagnards au sort et au profil très différents. Les déportés tout d'abord, des leaders politiques qui ont tenté une révolte pour libérer l'Algérie de l'emprise française et qui se retrouvent condamnés à l'exil sur l'île des Pins. Une minorité en réalité, de 126 personnes. Puis on retrouve les délinquants et criminels de droit commun, qu'on appelait en fonction de la gravité de leurs actes, des transportés et des relégués, condamnés aux chaînes et à la dure vie du bagne sur l'île Nou. Il y a eu une confusion pendant très longtemps dans l'histoire du bagne calédonien en considérant que tous les bagnards étaient pareils. Or, il y a 3 catégories de bagnards. Il y a les nobles, les déportés politiques, il y a les droits communs, c'est les transportés, et puis il y a les petites frappes, qui n'ont jamais rien fait de très grave, mais qu'on a fini par condamner parce qu'ils faisaient plein de conneries. C'est les relégués. Et pendant longtemps, on a cru que les Arabes étaient descendants des déportés politiques de la grande révolte de Kabylie. Donc en 1871, la Kabylie se révolte à un moment difficile de la France puisqu'elle vient de perdre la guerre contre la Prusse, etc. Donc il y a une tentative des Algériens de se libérer de l'emprise française et les leaders de cette révolte qui est matée sont condamnés à l'exil. La déportation politique, c'est principalement l'exil. C'est eux qui vont être envoyés, comme les communards, qui sont condamnés de la même manière, vont être envoyés à l'île des Pins. C'est eux qu'on voit sur les photos, habillés en burnous, etc. Les burnous étant payés par l'administration française, ils sont en exil. Pour tous les autres, c'est les chaînes. C'est le bagne, c'est l'île Nou, et les ancêtres de tous les descendants arabes, à de très rares exceptions près, c'est à travers ça qu'ils sont passés. Ils ne sont jamais allés à l'île des Pins. Ce n'est pas eux qu'on voit sur les photos. Tous ceux qu'on voit sur les photos, la grande majorité d'entre eux, ceux qui ne sont pas décédés en Calédonie, sont rentrés en Algérie.
Mon grand-père est un déporté, venu d'Algérie, de Constantine exactement. Et il est arrivé en 1894, il avait 20 ans. Mon père est né à Saint-Arnaud. Il est arrivé d'Algérie en 1896. Il est venu comme déporté politique, ou je peux pas bien vous dire. Hein. Ça, c'est ma mère. Ça, c'est moi. Ça, c'est un neveu. Ça, c'est mon beau-frère. C'était des condamnés. Ça dépendait de ce qu'ils avaient fait. Moi, mon grand-père, il a été condamné pour 8 ans. Mon père est arrivé dans le dernier convoi en 1897. Il venait de Constantine. Voilà. Voilà mon père et voilà ma mère. Je suis arabe du côté de mon père et ma mère. Hein. Mon père, il est de la Khouat et ma mère, elle est de Bishkela. Mon grand-père, soi-disant qu'il est venu ici, c'est pour la colonisation de la France en Algérie, quoi. Il s'est battu là-bas, puis alors son premier chef de guerre, ça a été Abdelkader. Abdelkader a disparu, après ça a été Mokrani. Et Mokrani s'est rendu, puis alors là, ils ont été pris, puis envoyés en Calédonie, comme bagnards. Ouais. L'histoire, elle a toujours été taboue sur les déportés arabes. Moi, je pense qu'ils ne voulaient pas raconter leur condamnation, parce qu'il y en avait qui avaient des condamnations dures. Hein. Mais il fallait peupler la Calédonie. Pendant très longtemps, l'image d'Épinal des Arabes en Calédonie était liée à la figure d'El Mokrani. L'origine de la communauté arabe de Calédonie n'est pas liée à Mokrani. Un des objectifs de la France, c'était de pouvoir amener ici des gens qu'on pourrait à un moment ou à un autre faire devenir des cultivateurs, des colons. Cela permettait également en Algérie, d'une part, de se débarrasser des fauteurs de troubles, en particulier des fauteurs de troubles qui défendaient leurs terres, et de récupérer une masse d'hommes dont certains pourraient, puisqu'ils étaient déjà paysans, pourraient faire des paysans efficaces dans le cadre du processus colonial. Il y en a qui sont venus ici pour rien du tout. Comme si ils n'auraient pas pu faire cette peine chez eux. Ou bien en France, par exemple, c'est tout près, quoi. Il y en a que c'était l'autre qui faisait la bêtise et puis c'est l'autre qui ramassait. C'est qu'ils ont souffert, hein, parce qu'ils ont travaillé à la pelle, à la pioche, et puis en plus avec la chaîne au pied. Mais il fallait travailler de 6 heures à presque 6 heures du soir, et puis le samedi. Après la traversée jusqu'à Calédoune, qui est la déformation en arabe de Calédonie, ils se sont retrouvés les chaînes aux pieds, à l'île Nou, puis ailleurs, en face de gens qu'ils ne comprenaient pas et qui ne les comprenaient pas. J'ai appris l'arabe un peu avec les vieux, parce que, comme je viens de vous dire, il y en a qui ne savaient pas du tout parler français. Comme ils voulaient quelque chose, ils nous le demandaient en arabe, et puis en passant, on arrive à le comprendre. Ouais. Ces gens, dans l'immense majorité des cas, étaient analphabètes, ne savaient pas lire, ne savaient pas écrire, ne parlaient que
arabe ou amazigh, la langue kabyle. Ils sont arrivés avec leur djellaba ou leur burnous ou je ne sais quoi. On les a habillés avec des costumes de chapeau de paille. Une fois que le burnous était usé, ils n'en avaient plus. Les chants, le langage, tout ça, ils n'avaient plus rien. Parce que la langue, entre eux, ils se réunissaient, ils parlaient jusqu'à 1 h du matin et tout. Une fois qu'ils étaient libérés, ils parlaient entre eux. Mais après, dans la société, avec qui voulez-vous qu'ils communiquent? C'était le français ou même ça aurait été la langue kanak. Ça a été très dur, très dur, très dur. Ils n'avaient rien à eux. Alors ils restaient ici, ils mouraient là, sans famille, sans rien. La famille, c'était des amis, et puis c'était tout. Je ne sais pas comment peut-être qu'ils sont venus ici, parce qu'ils ne nous conseillaient jamais dans le mauvais. C'était toujours dans le droit chemin. Ça m'a beaucoup touché, ça. Et jusqu'à maintenant, ça ne veut pas me passer. Libérés à la fin de leur peine, ces bannières algériens vont se voir confier des concessions rurales de l'administration pénitentiaire. Commence alors pour tous ces anciens forçats une vie rude, faite de travail, de misère et de la douleur d'un retour impossible. Embarqués bien malgré eux dans l'histoire coloniale française, les Arabes de Nouvelle-Calédonie vont apprendre à survivre. C'est quand ils étaient réhabilités après, qu'ils étaient encore condamnés, mais ils étaient mis en concession, quoi. J'avais entre 4 et 5 hectares de terre, quoi. Puis on leur faisait une petite maison là-dessus, puis ils se débrouillaient, hein. Débrouillez-vous. Hein. Alors là, j'avais intérêt à prendre les binettes à l'époque, et puis travailler, pour sortir la culture pour manger, quoi. Ces anciens bagnards mis sur concession ont été mis sur concession à une époque où on ne donnait plus les terres, mais où on les faisait payer aux bagnards. Je suis né là, ici, dans la maison qui est un peu plus loin, là. Et puis ensuite, j'ai vécu là presque toute ma vie, quoi. Mon père, il s'est arrivé de la foi, il s'est retrouvé à Bourail, et de Bourail, il a acheté une propriété, et puis il a fait de l'élevage associé avec un autre musulman. Il avait près entre 35 et 40 têtes de bétail. Et puis il faisait de la culture, du lait pour la fromagerie de Bourail. Et puis on vivait avec ça, avec le maïs, la volaille, et puis les animaux, le bétail. Mais là j'ai sorti les photos de mes parents. C'est la photo de ma mère, ici. De mon père. Et ils étaient libérés sur 4 hectares. Mon grand-père, ils étaient 20 sur 4 hectares. Hein. Il avait 18 gosses, la mère, le père et 2 belles-filles. Comment ils ont vécu? Comment ils ne sont pas tous morts? Parce qu'ici, il n'y avait rien ne se vendait, personne n'avait de l'argent. Mais vous savez ce que c'est qui les a sauvés? C'est la solidarité. Sinon, ils seraient tous morts. L'époque avant, c'était très bien ici. S'il y en a qui a la chance, si tu insères, par exemple, on partageait aux voisins, chacun son morceau de viande. Après, quelquefois, on faisait les sadaka. Hein. Sadaka, on tuait un bétail, c'était partagé dans tout le centre entier. Hein. Tout le monde avait son morceau de viande pour manger. Ouais. Avant, quand il y avait de la culture, par exemple, à ramasser, ils appellent ça en arabe le touiza. Ils faisaient un touiza, si vous avez 1 hectare de maïs à ramasser, ça faisait aussi vite qu'aujourd'hui avec tous les appareils. Il y avait 8, 10, 15 gars qui étaient là, donner la main à ramasser le carré de maïs. Une bonne partie d'entre eux sont concentrés là où il y a le maximum de bagnards, c'est-à-dire Bourail.
en particulier sur Nessadio. Une partie de ces anciens bagnards étaient plutôt des grandis de grands chemins ici en Calédonie, et donc Nessadio leur servait de base arrière où ils pouvaient venir se réfugier sans que jamais la gendarmerie vienne ici sur Nessadio. Au fur et à mesure, on a eu en fait une communauté qui s'est cristallisée ici sur Nessadio, bien que, contrairement à la légende, dans les années 1930 par exemple, vous avez 109 personnes arabes ou descendants d'arabes et 109 européens à Nessadio. Donc il n'y a jamais eu une communauté où tout le monde était arabe à Nessadio. Il y a toujours eu de ces mélanges. Cette vallée, pendant longtemps, a été un endroit délaissé de la Calédonie. On l'appelait la vallée du malheur, ça dit tout. Les gens ici survivaient plus qu'ils ne vivaient. Donc c'est créé une espèce de bulle avec le maintien d'un certain nombre de traditions. Il y en a à Bourgagne, il y en a dans le nord aussi, mais à Nessadio, c'était une grosse communauté qu'il y avait. Donc ils se sont retrouvés un peu ensemble, c'est ça ils se remontaient peut-être le moelle pour pouvoir arriver à survivre. Et puis le soir, ils se retrouvaient autour d'une tasse de café et puis discuter. Quand vous êtes dans une situation de survie, en fait, il faut bien vous rattacher à quelque chose. Et l'assise de la communauté de Nessadio, ça a été de tirer une fierté de la capacité de leurs ancêtres à survivre et à surmonter une vie extrêmement difficile qu'ils n'ont pas choisie parce qu'ils sont arrivés ici les chaînes aux pieds. Ils n'ont pas pu repartir. Toute une partie d'entre eux, tout ce qu'ils rêvaient, c'est de pouvoir aller mourir en Algérie. Mon père, bien sûr, il voulait toujours repartir en Afrique. Hein. Il voulait toujours partir. Et puis nous, on ne voulait pas. Et comme mon père, il avait vu que ses frères, tout ça, ils étaient là. Alors il n'a pas trop osé. Ils ont été malheureux, ces gens-là. Très, très malheureux. Hein. Il y en avait qui n'avaient rien et puis... Il n'y en a aucun des transportés qui est retourné. Les déportés politiques, il y en a qui sont retournés, mais les transportés, ils ont tous resté ici, sont morts ici. Quand la condamnation terminée, il avait le droit de rentrer en Algérie, mais il n'a pas voulu retourner. Pendant très longtemps, la vallée de Nessadio a été un cul-de-sac. Les gens se sont retrouvés pendant plusieurs générations dans un espace fermé où peu de gens en fait venaient parce que la route était mauvaise. Et donc se sont conservées des traditions dans la vallée de Nessadio, en particulier liées aux ancêtres arabes d'Afrique du Nord, qui font que c'est préservé ici un souvenir de l'Algérie principalement qui s'est un peu étiolé ou que les gens ont volontairement oublié ailleurs en Calédonie. Les parents, les grands-parents, quand ils parlaient de leur pays, ils l'idéalisaient. Quelque chose que vous aimez, vous. Bon, j'ai trouvé l'Algérie très belle et tout, mais bon, moi, l'Algérie, c'est pas mon pays. La particularité historique de Nessadio, c'est qu'à l'extrême fin du 19e siècle, il y a un marabout, Sidi Moulay, qui se noie dans la rivière de Nessadio. Et pas très loin, il y a un monsieur Miloud qui a un bout de terrain et qui va donner un bout de ce terrain pour enterrer le marabout. À partir de ce moment-là, on a un lieu saint et va se créer un cimetière sauvage, musulman, ce qui va faire un pôle d'ancrage culturel, religieux, identitaire. C'est comme ça que va se créer cette communauté particulière. Mais cette communauté particulière, elle se crée dans un contexte d'extrême pauvreté, de très grande violence, dans un contexte de misère sociale, affective, dans un endroit qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, la route, elle passe par Nessadio. On voit que les gens, ils n'ont pas assez à manger, on voit que les enfants, ils sont tout nus, on voit que les gens sont pieds nus, ils sont habillés en haillons. C'est une situation extrêmement dure. Loin de leur pays et de leur famille, certains de ces Arabes de Nouvelle-Calédonie se marient avec des femmes d'origine européenne, kanak ou indonésienne et vont donner naissance à une descendance métissée. Une des particularités de l'histoire des Arabes, c'est que contrairement aux condamnés au bagne qui étaient français,
et qui avaient le droit de faire venir leur famille, leurs femmes, leurs enfants s'ils en avaient, éventuellement leurs frères ou leurs sœurs, éventuellement même leurs parents. Tout ça, c'était payé par la France dans le cadre du processus colonial. Les seuls qui n'avaient pas le droit de faire venir leurs femmes et leurs enfants, c'étaient les Algériens. Donc les Algériens ont été obligés, pour faire descendance, de se marier avec des femmes d'autres ethnies, en particulier des Françaises, en particulier des très jeunes filles de Bagnères. C'était des Françaises, parce que les Françaises aussi, ils étaient condamnés là-bas, ils les emmenaient ici, là. Mais comme les musulmans, ils étaient en brousse, et ben c'est là qu'ils sont trouvés à se marier avec. Il y a 2 ou 3 qui sont mariés avec des Mélanésiennes. Le résultat de ça, c'est que dès la première génération, on a affaire à des métis, et dès la première génération, toute une partie du bagage culturel d'Afrique du Nord ne peut pas se transmettre. Chacun parle sa langue maternelle, on ne parle pas sa langue paternelle. Et ces vieux Arabes, ils baragouinaient du français, et donc c'est la mère qui a appris la langue à ses enfants. C'était la seule langue de communication. On ne nous a pas appris, mon père ne parlait pas arabe, ma mère ne parlait pas arabe. Parce que nous, notre grand-père, peut-être qu'il suivait une religion, mais ma mère, elle nous disait qu'elle n'avait jamais vu son beau-père prier. Hein. Moi, avec mon père, on parlait un peu l'algérien, quoi, le langage. Après, mon père, il est mort, j'avais 8 ans. On n'a pas pu parler beaucoup avec notre père. Puis notre mère, elle ne savait pas. La langue se perd très vite. La religion a du mal à se maintenir. Et vient se greffer là-dessus un élément de plus, c'est que ces enfants ne vont pas à l'école de la République, parce que l'école de la République n'est pas intéressée par ces enfants. Donc la seule manière pour ces enfants d'aller à l'école, c'est l'école des curés. Or, ils s'appellent tous Tayeb, Ben Salah, Mohamed, etc., etc., etc. Pour pouvoir aller à l'école des curés, il faut qu'ils soient baptisés et qu'ils aient un nom chrétien. C'est ce qui vous explique que quelqu'un qui est né Tayeb Haïfa, toute la Calédonie le connaît sous le nom de Jean-Pierre Haïfa. Parce que le jour où il est rentré à l'école, il a dû se faire baptiser et il a changé de nom. Quand on est rentré à l'école privée sur Bourail, on a été obligé de prendre un nom catholique. Et on m'a baptisé Michel. Voilà, et mon vrai nom, c'est Saïd Haïfa. Et quand ils voulaient donner le prénom d'une mère ou d'une sœur qui était restée au pays, c'était interdit. Vous n'avez pas le droit. Ma grand-mère s'appelait, tout le monde l'appelait Mamie Minette, jusqu'à ce que je finisse par découvrir que Minette, ça voulait dire Mina, que Mina, c'était Yasmina, et que en fait, elle avait un nom français qu'elle s'était quasiment attribué elle-même, alors que son papa, Kabyle, lui avait donné un nom algérien. Comme d'ailleurs à ses frères, hein, il s'appelle Mohamed, Saïd et puis Salah. Du côté des pères, la fierté, elle a vraiment été là. Les enfants, quelque part, ont eu à se débarrasser de cette histoire-là pour rentrer dans la société, pour ne plus avoir le fardeau de ses origines. Toute une partie de ces enfants de Bagnères sont nés sans religion et sont devenus chrétiens relativement tard dans leur vie. Moi, ma grand-mère, elle a été baptisée, elle avait plus de 40 ans. Et ce baptême rentrait dans le cadre d'un processus logique d'acculturation et de nivellement dans le cadre de la société coloniale calédonienne. Au-delà de la douleur du bagne, des souffrances du bagne, de l'horreur du bagne calédonien, on a à la génération suivante la misère. Et les enfants qui ont vécu cette misère, qui ont vécu cette violence, qui ont vécu les humiliations qu'on faisait à leur père et à eux-mêmes en tant qu'enfants de bico et enfants de chapeau de paille, ne veulent pas transmettre ça à leurs propres enfants. Et donc inventent des histoires et surtout se taisent sur leurs propres origines. Ce qui fait qu'à la 3e génération, on se retrouve avec une génération sans passé. Une génération qui se projette uniquement vers l'avenir parce que le passé, on n'en sait pas grand-chose et de toute façon, il n'est pas brillant.
C'était les fils de Bagnard. Hein. C'était ce qu'on entendait. Hein. Notre père, il parlait pas, notre mère non plus. Pour eux, c'était un peu tabou, hein. Comme tous ceux qui ont été déportés ici. Hein. Même ma mère, il lui a jamais rien dit. Ils ne veulent pas raconter ce qui s'est passé. Et nous, en plus, on ne cherchait pas à demander, à les questionner. 80% d'entre nous, on a un ancêtre bagnard. C'était une telle souffrance pour nos grands-parents ou pour nos parents qu'en fait, ils n'ont rien dit pour que nos parents et nous, on puisse vivre débarrassés de ces chaînes invisibles. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Vous découvrirez dans notre prochain rendez-vous la suite de ce numéro spécial des Traces du passé consacré aux Arabes du Caillou. La semaine prochaine, je vous révélerai comment ils ont enfin pu découvrir un peu mieux leur histoire. Et je reviendrai aussi sur le voyage émouvant de certains d'entre eux sur la terre de leurs ancêtres et sur leur quête pour retrouver leurs racines. Bonsoir à tous.